Le bilan général, si on peut le dire de façon synthétique, on peut conclure à un véritable échec. Un véritable échec, considérant que les éléments fondamentaux d'un scrutin de cette nature n'ont pas été observés, notamment le déroulé de la checklist en fait, qui présente l'ensemble du processus électoral. Donc partant de ça, on peut aisément dire qu'il y a eu énormément de manquements et on est quasiment passé à côté de quelque chose de très fabuleux. En ce qui concerne tout processus électoral, il y a un minimum, il y a une checklist à dérouler. Je vais vous donner l'ensemble des éléments qui composent la checklist. Ça commence déjà par le cadre juridique et institutionnel, notamment tous les textes juridiques qui encadrent le processus. Nous avons eu droit justement à ce cadre juridique. Ensuite, la préparation administrative des élections. Alors, cette préparation administrative, ça a été le grand absent de ce processus électoral. Je vais m'expliquer. La préparation administrative, en fait, elle consiste à l'élaboration des listes électorales, la liste des organisations syndicales éligibles à la représentativité, notamment celles qui devraient prendre part à la compétition. Ensuite, la répartition des sièges par établissement et par secteur, notamment en fonction des effectifs, et la liste des effectifs globaux. Donc voilà un peu au niveau de la préparation administrative. Ensuite, il y a la communication et l'information. Là aussi, ça a été véritablement un chaos. Alors, la communication devrait consister en la sensibilisation. Vous avez vu qu'il n'y a eu aucune sensibilisation. À ce jour, plusieurs compatriotes se posent la question de savoir est-ce que nous sommes dans une élection politique supplémentaire au-delà de ce que nous avons, au-delà de celle auxquelles nous avons eu affaire, notamment la présidentielle, les législatives et les locales. Et là, nous sommes dans une élection sociale. L'opinion se pose la question de savoir de quel type d'élection il s'agit. Donc, au niveau de l'information, il y a eu véritablement un flash. Ensuite, les candidatures. Les candidatures, donc ça découle de ce que je viens de vous évoquer tantôt, parce que les candidatures découlent d'un ensemble de critères d'éligibilité qui permettent d'être candidat. Donc ces éléments n'ont pas été clairement énoncés. Ensuite, la campagne elle-même, la campagne électorale, donc elle est lancée à la suite de tout ce que je viens de vous évoquer et toute la suite, la proclamation des résultats, la consolidation, la remontée, la préparation du matériel électoral, l'impression des bulletins de vote, et toute la suite, la mise en place des commissions, les observateurs et tout ce qui suit, on n'a pas eu droit à ça. Donc, ce qui voudrait simplement dire que cette élection n'a pas respecté les règles d'un véritable scrutin électoral. Bien, comme je l'ai dit tantôt, la répartition des sièges n'a obéi à aucune règle de proportionnalité. Parce qu'en réalité, le poids d'une élection vaut pour le nombre d'électeurs. Parce que le principe qui est utilisé pour le calcul pour la répartition des sièges, autant pour moi, c'est notamment le suffrage acquis par chaque liste présentée, en fonction des effectifs de l'établissement. Donc on ne peut pas avoir dans des établissements à effectifs différents le même nombre de sièges. Donc ça fausse déjà la proportionnalité au niveau de la représentativité. Et là c'est très grave parce que les écarts sont criards. On est parti des administrations publiques de moins de 200 agents à des administrations comme l'éducation nationale ou la santé, où on a plus de 15 000 effectifs. On ne peut pas se retrouver dans une administration où on a moins de 200 agents avec 10 sièges attribués et une autre administration où on a plus de 15 000 agents avec 15 sièges. Donc c'est pas correct. On aurait dû faire comme au privé, c'est-à-dire que les sièges sont répartis en fonction des effectifs et on distribue les sièges en fonction du nombre d'agents qu'il y a au niveau de chaque établissement. Donc cette disparité fausse la représentativité à la fin de l'élection globale. Bien, il faut noter que tout le monde sait que la grave crise qu'a connue l'environnement syndical à cause des différentes trahisons, etc., beaucoup de travailleurs ne sont pas syndiqués. Donc, la loi prévoit que les travailleurs non syndiqués également ont le droit de manifester leur souveraineté à travers le vote. Donc tous ces gens-là, tous ces employés qui sont dans des entreprises où il n'y a pas de syndicat et les syndicats autonomes qui ne sont affiliés à aucune organisation syndicale, le poids de ces suffrages est important. C'est un poids énorme. Alors, considérant que la représentativité, elle est évaluée sur la base de la collecte donc du nombre de sièges, donc de la somme du nombre de sièges acquis par chaque organisation syndicale, alors tout ce vivier
a une importance capitale. La question que l'on se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce que ces suffrages vont être répartis. Bien, ces indépendants qui sont également des travailleurs, qui sont élus dans leurs entreprises et administrations respectives, sont un poids électoral qui doit normalement qui doit participer à l'évaluation de la représentativité. Mais considérant la liberté syndicale, la proclamation donc des résultats doit être claire. Les pourcentages des élus sur la base des affiliations à des organisations syndicales doit être clairement établie, et la représentation également des travailleurs indépendants doit également être établie pour qu'on regarde les deux tendances, quelle est celle qui pèse le plus. Et vous allez comprendre, on va réaliser clairement que les indépendants sont plus nombreux que les travailleurs syndiqués. À partir de cet instant, ils ont le devoir, ils ont le droit de choisir à quelle organisation syndicale ils souhaiteraient attribuer leur mandat social. Bien, dès l'instant où au niveau de la commission des élections professionnelles, la commission nationale des élections professionnelles, il n'y a eu aucun dispositif pour encadrer l'élection, pour la remontée des informations, etc., donc les résultats des suffrages, etc., il n'y a eu aucun dispositif de la part de la commission nationale électorale pour maîtriser justement toute cette mécanique. Ça voudrait simplement dire que les résultats qui ont été transmis par les canaux des entreprises elles-mêmes et des administrations sont les résultats qui vont être pris en compte par la Commission nationale électorale, alors qu'en réalité, ces résultats n'ont aucune crédibilité dès l'instant où les listes électorales et le nombre d'entreprises et tout le reste n'a pas été validé par la Commission nationale électorale, donc ces données ne sont pas crédibles. À partir de cet instant, sur quelle base peut-on s'appuyer pour dire que les résultats qui ont été transmis à la commission électorale par les entreprises et les administrations sont fiables? Sur quelle base on va le dire? On ne connaît pas le nombre d'entreprises qui étaient en compétition, on ne connaît pas les organisations syndicales qui sont éligibles à la représentativité syndicale. Tous ces éléments n'étant pas connus, donc ça laisse quand même planer un gros doute. Bien, les réformes, elles sont nombreuses. Déjà au niveau du déroulé de la checklist et la mise en place de cette checklist. Elle devrait normalement être d'abord mise en place par la Commission nationale électorale, notamment par l'organisateur, c'est-à-dire le ministère de tutelle. Donc l'organisation, elle est faite, et ensuite elle est présentée aux partenaires sociaux pour en amender le contenu. Mais je pense qu'une checklist d'un scrutin électoral, il est standard. On n'invente pas la roue. Le même principe est appliqué dans les élections politiques. Il n'y a aucune raison que l'on soit aujourd'hui en train de réfléchir sur un processus électoral, alors qu'en réalité, l'architecture, elle est la même que dans une élection politique. À partir de cet instant, les réformes que je propose, ce n'est pas des réformes en tant que telles, c'est de simplement appliquer avec toute la rigueur possible, la checklist du processus électoral qui est standard. On ne réinvente pas la roue. Si on reste dans l'esprit de la Ve République, nous avons assisté depuis l'élection présidentielle avec le plébiscite du candidat indépendant qui était le président actuel. Ma préoccupation, mon souhait, c'est que toutes les autres institutions ont été mises en place dans un cadre plus ou moins transparent et correct. La dernière institution qu'on est en train de mettre en place devrait également obéir à la même logique. Sinon, ce serait une fausse note. Et c'est dans ce contexte que je pense que la solution sage, ce serait de reprendre ces élections dans les conditions normales avec le déroulé de la checklist que je viens de vous donner. Notamment, le cadre juridique a déjà été établi. Maintenant, la préparation administrative, c'est celle qui a posé un problème. Donc on devra, comme toute élection déjà, la publication de tous les éléments essentiels au scrutin devait être publiée plutôt par la Commission nationale électorale. Or, aujourd'hui, moi je mets ma main à couper au feu, je pose la question, où est-ce qu'on peut trouver, pour le compte de la Commission nationale électorale, toutes ces publications-là, notamment la liste des candidatures, la liste des entreprises de façon exhaustive qui ont pris part à ces élections, la liste des effectifs par établissement, la répartition des sièges également par établissement, par effectif. Donc ces éléments-là sont fondamentaux pour qu'on ait un processus électoral transparent. Ce n'est qu'à ce prix qu'on pourrait dire que la dernière institution qui complète le dispositif institutionnel de la République,
sera en équilibre et parfaitement établi. Voilà ce que moi je propose. Ben, la FETRAG est, comme je dis dans l'une de mes publications, la victoire des travailleurs aujourd'hui, c'est que le principe il est acquis. C'est-à-dire que ces élections professionnelles qui ont chaque fois été renvoyées, sinédiées par ceux qui n'avaient pas intérêt à ce qu'il y ait une organisation dans ce cadre-là, parce que chacun sait pourquoi. Pour la FETRAG, nous pensons que la première victoire, c'est que le processus, le principe est acquis. Nous aurons dorénavant des élections triennales à chaque fin de mandat. Donc la prochaine échéance, c'est dans 3 ans. C'est déjà la première victoire. Maintenant, à la suite, il est important que ces élections-là soient organisées dans des conditions les plus transparentes possibles pour que cette dernière institution soit en phase avec la vision des plus hautes autorités de ce pays, notamment la mise en place de la Ve République.